Les éditions de La Loupe, spécialistes des livres en gros caractères, vous apportent un confort de lecture avec une sélection rigoureuse parmi les nouveautés littéraires. Romans, témoignages, essais, aventures, le fonds éditorial compte plus de 700 titres. Renseignements et informations au 04 78 47 27 02 et sur internet éditiondelaloupe.com. Les éditions de La Loupe vous proposent l'émission Nous avons lu pour vous. Quelques livres aujourd'hui que nous vous présentons, Sibylle Bonjour. et moi-même, Sylvie. Je vais commencer avec un roman d'Anne Villemain-Sischermann. Docteur en médecine gynécologue, Anne Villemain-Sischermann est l'auteure de 2 séries de romans policiers dont l'intrigue se déroule essentiellement à Metz. Passionnée d'histoire messine, elle a été chroniqueuse sur la radio locale Jéricho durant 17 ans. Dans ses romans, elle plonge ses lecteurs au cœur du Metz du XVIIIe siècle, donc ça c'est la série Augustin Duroc, et le Metz du XIXe siècle avec la série Victoire Montfort. La dernière chance d'Éléonore, sortie en mai 2025 chez Calman Lévy, est le 9e épisode de la série Augustin Duroc. On peut lire les livres séparément, même si effectivement ça peut être bien d'avoir lu ceux d'avant. Mais c'est pas gênant, moi j'ai pas lu ceux d'avant. Le roman débute à Gouin, petit village de Moselle situé à une dizaine de kilomètres de Metz. Une nuit de février, très exactement le 23 pluviose de l'an 2, pour respecter le calendrier républicain ou calendrier révolutionnaire, entré en vigueur en octobre 1793. Cette nuit-là, le cadavre d'une jeune paysanne, Catherine Lambert, est déposé sur le perron du château. La propriétaire, Éléonore de Cussange, qui a perdu son mari en 1781 à la bataille de Yorkton aux côtés de Lafayette, vit là avec sa fille Lou et les quelques domestiques qui lui sont restés fidèles. Le problème, c'est qu'Éléonore a eu une altercation il y a quelque temps avec cette jeune fille à la langue bien pendue et qu'elle est évidemment une ci-devant. Elle fait partie de cette caste honnie par les révolutionnaires. Depuis la promulgation de la loi des suspects en septembre 1793, Éléonore craint d'être suspectée et arrêtée d'office. Alors cette loi ordonnait l'arrestation de tous les ennemis avoués ou susceptibles de l'être de la Révolution, c'est-à-dire nobles, parents d'émigrés, émigrés bien sûr s'y revenaient, fonctionnaires destitués, officiers suspects de trahison, prêts à sermenter. Il y avait un paquet de personnes qui étaient considérées comme ennemis éventuels. Sont désignés suspects ceux qui, soit par leur conduite, soit par leurs relations, soit par leurs propos, leurs écrits, se sont montrés partisans de la tyrannie, c'est-à-dire de la monarchie, et qui n'ont pas constamment manifesté leur attachement à la Révolution, et évidemment, les immigrés. Bref, Éléonore n'est pas tranquille, et elle préfère prendre la fuite avec sa fille. Pour Augustin Duroc, vétérinaire et ami de longue date d'Éléonore, il n'y a aucun doute, celle-ci est victime d'une injustice. Secondé de son fils Julien, vétérinaire lui aussi et éperdument amoureux de Lou, il va mener son enquête pour découvrir le vrai coupable. Depuis l'arrivée à Metz du sinistre représentant de la Convention en mission Ernest Duquesnoy, qui tremble qu'on le suspecte de mollesse devant les ci-devant, la terreur s'insinue partout. À l'instar de Carrier à Nantes et de sa déportation verticale, c'est-à-dire les noyades des prisonniers dans la Loire, Duquesnoy vole, rançonne, pille, emprisonne de façon totalement arbitraire tous ceux qui ont le malheur de lui déplaire pour une raison X ou Y. C'est un tableau réaliste d'une époque troublée et violente, dans un climat de suspicion générale, où les prêtres réfractaires sont persécutés et où chacun craint d'être dénoncé à tout moment pour une parole maladroite, un geste mal interprété, une vieille rancœur familiale pas éteinte, une transaction opaque sur les biens nationaux. À cette époque où la justice est particulièrement expéditive, Éléonore parviendra-t-elle à échapper à la guillotine ? Tension sociale, secrets familiaux, jalousie, une intrigue historique très intéressante où se côtoient personnages réels et personnages fictifs. On sent le soin apporté aux détails historiques tout en gardant le rythme d'une véritable enquête. C'est la petite histoire dans la grande histoire. Au début du livre, vous avez une liste des personnages réels ou fictifs et en fin de livre, un glossaire expliquant les termes de l'époque ainsi que les différentes factions. Je passe à mon second livre, Éclaircie de Keris Davis aux éditions La Table Ronde, sorti en août 2025. Keris Davis est l'auteur de nouvelles et de 3 romans, dont le premier Ouest a obtenu le prix de l'année au Pays de Galles. Éclaircie a eu plusieurs prix. Nous sommes en 1843 sur une petite île isolée battue par les vents au large de l'Écosse, à 600 km des côtes au-delà de l'archipel des Shetland, c'est-à-dire entre l'Écosse et la Norvège. Ivar est le dernier habitant de l'île sur laquelle il vit seul, paisiblement, avec sa vieille vache aveugle, quelques poules, quelques moutons, sa jument Peggy. Il occupe son temps avec un peu d'agriculture, de pêche, le ramassage de plumes, de coquillages, d'œufs. Il tricote des bonnets, des chaussettes avec la laine filée de ses moutons. En parallèle, le pasteur John Ferguson, après un voyage mouvementé en bateau,
arrive incognito sur l'île à la demande de l'administrateur de riches propriétaires fonciers, John Lawrie, et s'installe dans la maison du bailli sur une autre partie de l'île. Il est marié avec Mary et n'a plus de revenus depuis qu'il a décidé de rejoindre la nouvelle Église libre d'Écosse. C'est pourquoi, malgré la réticence de sa femme, il a fini par accepter, moyennant une somme rondelette, d'aller expliquer au locataire qu'il devait quitter son lieu de naissance et de vie au profit du mouton, qui se débrouillerait tout seul, et serait visité 3 fois par an par quelques bergers pour amener les béliers au troupeau, pour la tonte et pour récupérer les agneaux. À peine arrivé, le pasteur tombe au bas de la falaise et c'est Ivar qui va le ramasser presque mort et le soigner, en se demandant d'où il vient et n'ayant bien entendu aucune idée de ses intentions. Pendant ce temps, Marie attend des nouvelles de son époux. Alors historiquement, c'est un roman qui prend pour cadre les Highland Clearance. Les riches propriétaires terriens expropriaient à tour de bras les paysans miséreux qui entretenaient leurs terres en versant annuellement un loyer, généralement avec des produits issus de leur labeur. L'élevage du mouton, plus rentable, nécessite davantage de terres. La population est donc encouragée, voire contrainte, à quitter les terres cultivées pour laisser plage à l'élevage intensif. Parfois, les maisons ont été brûlées ou les habitants embarqués directement dans des bateaux à destination de la Nouvelle-Écosse. D'autre part, autre contexte historique, c'est le schisme de 1843 au sein de l'Église presbytérienne d'Écosse, lors duquel les pasteurs se rebellent contre le système de patronage qui confère aux riches propriétaires le choix du pasteur qui s'occupe de la paroisse de leur domaine. Les pasteurs rebelles créent ainsi la nouvelle Église libre d'Écosse. Ils seront près de 500 à faire sécession, mais en adhérant à cette nouvelle Église, ils sont sans revenus. Le roman est formé de courts chapitres. Il donne la parole tour à tour à Ivar, Mary ou John, remontant au fur et à mesure à la genèse de cette situation. Ce n'est certes pas un roman d'action, le temps s'étire dans un huis clos entre ces deux hommes que tout sépare, à commencer par la langue, puisqu'Ivar parle un dialecte propre à son île, la langue norne, qui n'a aucun rapport avec l'anglais ou l'écossais, donc il va leur falloir apprendre à se comprendre. C'est une écriture épurée, pleine de Une écriture épurée, pleine de poésie, un voyage en terre inconnue, des paysages rudes, beaucoup d'humanité. En fin de livre, vous avez une traduction des mots utilisés par Ivar. C'est un court roman très intéressant. Je vous passe la parole, Sylvie. Alors, moi, mon premier livre, c'est Avant que le coq ne chante, aux éditions Salvador, de Grégoire de Rugy. C'est un premier livre. Le jeune auteur, trentenaire, a été journaliste et travaille dans la communication et les relations avec la presse. L'auteur a été marqué par une étude comme quoi le temps de sommeil des adultes est de 6h42, donc 1h30 de moins qu'il y a 50 ans. Donc c'est un recueil de nouvelles très bien écrites, dont le thème commun est le sommeil. Mais ce n'est pas un livre sur le sommeil, c'est le fil rouge des 9 nouvelles. 9 nouvelles qui présentent des personnages variés, un écrivain, une ministre démissionnaire, un professeur de médecine. C'est original, vif, pétillant, avec une écriture superbe et très variée. Le style satirique, le style contemplatif, humoristique, soit dans un monde passé, soit dans un monde actuel. Chaque nouvelle est vraiment différente. Bravo pour l'exercice de style. Des nouvelles de quoi? D'une dizaine de pages? Oh, même pas, oui, c'est ça, dizaines de pages sur... chacun va présenter le sommeil ou des problèmes de sommeil à sa manière. Voilà. On ne s'endort pas dans le livre, pas de problème. Donc le format nouvelle permet de s'immerger dans chaque histoire. On y est vraiment, et c'est plaisant. L'auteur travaille sur un roman que nous attendons avec impatience. Voilà, donc à offrir, à lire, c'est très intéressant. On apprend pas mal de choses sur le sommeil. Je change complètement d'époque pour vous présenter L'Enseveli de Valérie Patureau, édition Les Escales. Donc après le succès de son livre La cuisinière de Keledi, elle écrit un nouveau roman qui se passe pendant la Première Guerre mondiale, 14-18 donc, sur les champs de bataille et dans les tranchées. Abel est ouvrier. Au péril de sa vie, il sauve un autre homme, un soldat, un homme enseveli sous la boue. En fait, c'est un officier, mais ça, il ne le sait pas, parce qu'il est tellement couvert de boue qu'il ne sait pas. Abel se retrouve à l'hôpital, gravement blessé, à côté d'un homme défiguré. Il s'agit d'Adrien, qui est médecin. 2 blessés graves, qui ont vécu les mêmes choses à la guerre, solidaires dans leur souffrance. La différence sociale ne compte pas. Et par le biais d'un petit cahier, Adrien va s'intéresser à Abel, car il ne peut parler. Abel est peu instruit, il va déchiffrer peu à peu le cahier, et peu à peu, de magnifiques liens vont se créer. C'est vraiment superbe. Ce livre raconte le traumatisme des tranchées. On a pas mal écrit dessus, mais je trouve que cette vision est
aussi différentes, l'importance des blessés de guerre, avec les progrès de la médecine, l'impact sur les familles. Mais dans ce livre, les échanges sont magnifiques. L'angoisse partagée, qu'allons-nous devenir? 2 jambes fracturées pour l'un, une gueule cassée pour l'autre. Le partage, la sollicitude et ce soutien incroyable, l'amitié. Avec de belles figures féminines également. Un très beau livre, riche en belles émotions. Une belle histoire, de beaux personnages. Et puis, un autre livre, L'homme sous l'orage. Alors, même époque, car nous sommes en 1917. Alors, c'est un roman de Gaël Nohan, dont nous avons déjà présenté pas mal de livres, La part des flammes, Le bureau d'éclaircissement des destins, iconoclaste. Donc là, hiver 1917, Pyrénées-Orientales, c'est la guerre depuis 3 ans. Un soir d'orage, un visiteur demande asile à Isor, qui gère le domaine viticole en l'absence de son mari et de son fils au front. C'est un peintre talentueux qui était reçu par la famille, mais maintenant c'est un déserteur. Les déserteurs sont condamnés à mort et fusillés, et sans délai. Isor refuse de l'accueillir, mais Rosalie, sa fille, en cachette de sa mère, le cache au grenier. Dans ce livre, les différents aspects de cette guerre sont racontés. La vie au front, terrible. La vie de ceux qui ne sont pas partis. Et la vie des femmes de l'époque. Ça, c'est vraiment très bien raconté dans le livre. Ainsi, Isor, qui doit gérer le domaine, les ouvriers, la récolte, les finances, le stress. Rosalie, qui au lieu de courir les balles, malgré son jeune âge de 19 ans, aide à l'hôpital. Et puis doit aussi voler de la nourriture en cuisine, malgré le personnel, veiller sur le réfugié. Des liens vont également se créer. C'est dangereux pour toute la famille. Un roman qui se lit avec plaisir. Les différents personnages, surtout les femmes, ont une place de choix. Elles vont faire et vivre la guerre autrement. Parce qu'il faut quand même reconnaître que les femmes qui étaient cantonnées à la maison, quand les hommes sont partis à la guerre, il a bien fallu qu'elles prennent en main ce que faisaient les hommes avant. Exactement. Et elles se sont bien débrouillées quand même. Hein. Je dirais que c'est aussi un livre sur la peinture. Exactement. Donc c'est un très beau livre. Et puis mon dernier, alors c'est un petit coup de cœur parce que voilà. Quand notre terre touchait le ciel, un livre de poche, prix des lecteurs 2025, de Tsering Yangsom Lama. L'auteur est né au Népal, mais d'une famille tibétaine qui a fui en 1960. Le livre démarre au Tibet, donc en 1960. Les soldats chinois arrivent et ils prennent de plus en plus de décisions, sont partout. Ils dirigent le village, réquisitionnent les garçons pour grossir les rangs de l'armée ou pour servir d'ouvriers. Puis un jour, ils réunissent tous les villageois devant le monastère bouddhiste et demandent aux moines et aux nonnes de détruire effigies et statues. Devant leur refus, bastonnade, destruction, pillage. Alma est oracle. Elle est très respectée et pour son peuple, c'est un personnage important. Une nuit, Alma décide de partir et c'est le village qui part. 18 familles qui la suivent en une nuit pour traverser l'Himalaya direction le Népal. Ils emportent ce qu'ils peuvent et enterrent leurs trésors en espérant revenir. On va suivre les 2 filles d'Alma, 2 sœurs qui à l'époque ont 8 et 9 ans, qui vont les accompagner et à travers leur destin, c'est celui du peuple tibétain et de leur famille que nous suivons. C'est un magnifique récit, très dur, très beau, une saga familiale qu'on ne lâche pas et nous découvrons la vie des Tibétains qui ont tout quitté et qui désirent garder leurs coutumes, leurs liens familiaux et leurs trésors. Intéressant. Alors le nom des personnages, c'est pas toujours très simple à retenir, mais on arrive à suivre leur destin avec grand intérêt. Livre émouvant et passionnant. Donc, beaucoup de livres complètement variés, très différents. Sybille. Donc, je vous avais présenté La dernière chance d'Éléonore de Anne Villemain, Sicherman chez Calman Lévy, Éclaircie de Keris Davis et Quai Voltaire, La table ronde. L'Enseveli de Valérie Patureau, L'homme sous les rages de Gaël Nohan, Avant que le coq ne chante de Grégoire de Rugy et Quand notre terre touchait le ciel de Tsering Yangsom Lama. Et vous retrouverez tous les livres sur les podcasts de Radio Fidélité. Bonne lecture. Bonne lecture. Les éditions de La Loupe vous ont présenté « Nous avons lu pour vous ».